Bon, bonjour à tous, j'attends pile poil 14h30 pour démarrer officiellement le webinaire. Je ne sais plus à quel numéro on est, peut-être le 9e, le 8e, je ne sais pas, mais voilà, on est avec Noémie heureuse de vous présenter ce nouveau webinaire aujourd'hui. On a décidé, après la campagne de l'appel à projet recherche en soins du GIRSI, de mettre à l'honneur Poitiers, qui a eu 4 lauréats dans le cadre de cet appel à projet, et d'où la thématique aujourd'hui. On va attendre un tout petit peu parce qu'a priori, il y avait 45 participants. Donc là, on voit les gens qui sont en train de se connecter. Donc, on va se laisser 2-3 minutes de battement avant de commencer. En attendant que les participants se connectent, je vais rappeler certaines consignes ou modalités de présentation de ces webinaires pour ceux pour qui c'est la première fois. Donc, il y a une petite frustration qui existe de temps en temps, c'est-à-dire que les participants ne peuvent pas intervenir directement à l'oral. Les micros sont coupés et on n'a pas la main là-dessus. Par contre, il y a un petit module questions dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et à ce moment-là, pour cette session-ci, ce sera Noémie qui regardera régulièrement ce que vous posez comme question et qui, à l'occasion de petites pauses, les formulera pour l'ensemble des présentateurs et des participants, et on tentera d'y répondre. Donc, je vais commencer à partager mon écran, à le mettre en mode diaporama. Bon, encore une petite minute. Là, 14 participants en dehors de nous, 15. Voilà, ça grimpe, donc c'est bien. Déjà, merci à ceux qui se sont connectés parce qu'on a vécu des temps difficiles. C'est pas évident de se mobiliser, de se détacher un petit peu. Donc là, vous l'aurez en direct. Et pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui, il est possible de revoir les webinaires et les autres en replay. Donc voilà, donc pour rappel, le titre de ce webinaire, c'est la campagne APIRES 2021, les résultats et un focus sur les 4 projets lauréats du CHU de Poitiers.
Ça va se découper en plusieurs petites parties. Une première partie très courte que je vais moi-même présenter pour le rappel des caractéristiques de cet appel à projet et les principaux, la liste des résultats. Et puis ensuite, on passera la main à Poitiers et aux 4 lauréats qui présenteront tour à tour leur projet. Donc, quelques petites caractéristiques. Donc, la campagne avait été lancée en 2020, puis il y a eu un gros décalage lié à la crise sanitaire. Et donc, normalement, si tout va bien et si la vie reprend son cours, on devrait avoir une nouvelle édition en 2022. On n'a pas encore le calendrier. On vous les communiquera en temps voulu. Donc, pour rappel, cet appel à projet est ouvert aux porteurs de projets paramédicaux des 12 établissements du GIRCISO, c'est-à-dire les 6 CHU de métropole, 3 autres CHU d'outre-mer, donc le CHU de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, ainsi que les centres de lutte contre le cancer, les 3 centres, plus les centres hospitaliers de l'interrégion que l'on n'oublie pas et que l'on aimerait voir de plus en plus nombreux à répondre à ces appels à projets. Le champ de la recherche qui est visé par cet appel à projet, ça vise donc la qualité et la sécurité des soins, la validation de pratiques innovantes dans les parcours de soins du patient. Donc là, on se situe plus dans la recherche clinique et on n'exclut pas non plus la validation de pratiques managériales ou pédagogiques innovantes avec une petite spécificité, c'est que l'on doit pouvoir voir un bénéfice direct sur le patient avec un impact clinique. C'est pour ça qu'on a assez peu de projets sur ces volets-là. Concernant l'éligibilité des projets, ils doivent être portés par un professionnel paramédical qui est défini dans le Code de la santé publique. On verra ensuite la liste. L'appel à projet doit avoir un objectif de production de nouvelles connaissances avec un impact réel sur la pratique professionnelle au bénéfice des patients. Sont exclus de l'appel à projet l'évaluation de dispositifs médicaux, les médicaments et également les évaluations pratiques professionnelles. L'objectif est de mener une étude dans le champ des compétences des soins paramédicaux. Cette étude pourra ensuite donner lieu à un dépôt d'un projet plus ambitieux de plus grande envergure, type PHRIP, Programme hospitalier recherche infirmière et paramédicale. À l'origine, sur les 3 premières éditions, en 2015, 2016 et 2018, on avait gardé la notion d'étude pilote, mais il y avait un peu de flou derrière la définition d'études pilotes et ça a créé pas mal d'incompréhension lors des délibérations. Du coup, on a enlevé la notion d'études pilotes et on garde l'idée que ce sont des études plutôt tremplin ou à petite échelle que l'on peut ensuite déployer de façon plus ambitieuse. Les types de projets acceptés, soit des études monocentriques ou multicentriques. Il y a un petit bonus pour les études multicentriques, mais les centres doivent obligatoirement être réalisés au sein du territoire de notre GIRCI. Les approches méthodologiques sont acceptées, que ce soit des approches descriptives, qualitatives ou quantitatives. La durée du projet doit être au maximum de 2 ans et on compte les 2 ans à partir de la première inclusion de patients jusqu'au suivi, la fin du suivi du dernier patient inclus, donc ce qu'on appelle le gel de la base de données. On exclut des projets, les catégories 1 de la loi Jardé. Donc la cible, on l'avait déjà évoqué un tout petit peu au début, sont les infirmiers, les kinés, les pédicures podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens lunetiers, prothésistes, orthésistes, pour l'appareillage des personnes handicapées, diététiciens. Donc en fait, la cible, on a choisi la même cible que pour les PHRIP, puisque initialement, donc l'objectif d'APIRES, c'était de pouvoir ensuite prétendre à déposer un projet dans PHRIP. Les modalités de soumission des lettres d'intention et des projets, c'est d'utiliser les trames qui sont données sur le site GIRCI.
Concernant le budget, l'enveloppe totale était pour cette édition de 245 000 € financée par le GIRC SOHO. Par projet, l'enveloppe max était de 25 000 € pour les études monocentriques, 40 000 pour les études multicentriques. Alors dans le budget, on comprend aussi l'aspect méthodologie et l'aspect promotion, plus l'investigation évidemment. Sont éligibles les dépenses de titre 1, c'est-à-dire les frais, tout ce qui relève des ressources humaines, les frais de personnel, les dépenses de titre 2, par exemple le petit matériel médical, l'achat d'un petit dispositif ou alors des examens complémentaires faits dans le cadre de la recherche, et les dépenses de titre 3 qui sont plus des frais généraux, les frais de publication, de mission par exemple. Il y a plusieurs étapes. Il y a la préparation de la lettre d'intention qui doit être préparée en lien avec la personne contact de la direction de la recherche clinique. C'est pareil, si on a un CH, on s'adresse à la DRCI de proximité et on utilise la trame qui est imposée. Pour le dépôt, ce sont les relais opérationnels ou alors les référents paramédicaux qui envoient directement les projets sur le site du GIRC. La date butoir cette année était le 30 septembre 2020. Ensuite, le jury se réunit et sélectionne les lettres d'intention sur la base d'évaluation des experts qui sont sélectionnés au sein du GIRC, mais les établissements ne doivent pas être impliqués évidemment dans le projet. Ensuite, si présélection, ça donne lieu à la rédaction d'un projet complet, d'un dossier complet qui doit aussi correspondre aux trames imposées. Sur le site de GIRC, il y a une checklist qui nous permet de voir qu'on n'a pas oublié un élément. Ensuite, le dépôt des dossiers complets se fait aussi via la DRCI de proximité. La date butoir cette année était le 1er février 2021. Puis il y a une phase d'évaluation, d'expertise des projets. Donc chaque projet a été examiné par un expert scientifique paramédical sélectionné en dehors du GIRC, un expert scientifique médical dans le GIRC mais hors établissement d'origine, et un expert méthodologique du GIRC hors établissement d'origine. Et ensuite, s'est réuni le conseil scientifique cette année, donc c'était le 26 mars 2021. Il est composé de rapporteurs des 12 établissements des membres du GIRC. Donc cette année, il y a eu 43 lettres d'intention qui ont été déposées dans le cadre d'APIRES et 2 ont été récusées d'emblée, car le porteur de projet était inéligible, c'est-à-dire n'appartenait pas à la classification que je vous ai indiquée tout à l'heure. Donc 41 lettres d'intention ont été examinées, c'était le même chiffre pour l'édition 2018. Donc, à l'issue du jury le 6 novembre, après un examen rapide, juste pour information, comme ça, dans le jury, on commence par revérifier l'éligibilité des projets. Donc, une lettre d'intention a été considérée comme inéligible. Il y avait donc 40 lettres à classer sur la base des 3 expertises. Et le bureau a décidé de sélectionner les 22 lettres d'intention qui présentaient une moyenne des notes supérieure à 13,6 sur 20. Ça, c'est quelque chose qui se discute aussi en jury. Donc voilà, à peu près un petit peu plus de la moitié des lettres d'intention ont été retenues pour la rédaction d'un projet complet. Donc sur le conseil scientifique du 26 mars 2021, les 22 projets déposés ont été examinés. Donc pour chaque projet, la moyenne des notes des 3 experts et du rapporteur a été faite, puis ramenée sur 20 et rapportée à un avis. Donc les avis vont de très favorable à rejeté. Ensuite, il y a avis favorable ou réservé. Et donc ces avis ont conditionné l'ordre de passage des projets en conseil scientifique. Donc ce sont les rapporteurs qui exposent les projets et les remarques qui ont été faites par les experts et s'ensuit un vote par les membres du jury. Donc, ont été vus en premier les projets classés très favorables, puis ensuite rapidement les projets qui avaient un avis à rejeter ou réservé, et puis ensuite la discussion était plus longue sur les 14 projets dont l'avis était favorable. Et voilà, donc là c'est écrit tout petit, mais vous avez la liste des 9 projets qui finalement ont été retenus dans le cadre d'APIRES. Il y avait 3 projets retenus pour le CHU de Toulouse, 2 pour celui de Montpellier
et 4 pour le CHU de Poitiers. Et donc, comme c'était la première fois que le CHU de Poitiers était lauréat dans le cadre de cet appel à projet, on a trouvé intéressant de les mettre à l'honneur. Et puis, non seulement voilà, pour qu'ils nous présentent les projets, et puis qu'ils nous disent peut-être un petit peu comment ils ont fait, quel est leur secret pour être arrivé à cette position-là. Voilà. Donc, éventuellement, si vous avez des petites questions, vous pouvez les noter, mais je vais tout de suite ensuite laisser la main à Aurélie Giraud qui va vous présenter tout ça. Donc, non, c'est Aurélie qui peut faire de son côté. Alors, je vais faire une petite manipulation. Ok, mon écran. Le temps que le transfert d'écran se fasse. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais vraiment, n'hésitez pas. On prendra des petits temps pour les retranscrire si besoin. Ah oui, en plus, dans le webinaire, il y a un document attaché, il y a le flyer qui reprend toutes les caractéristiques. Ça peut être intéressant de les étudier. Ouais, c'est peut-être que tu veux. Voilà. Ok. Du coup, il y a des questions ou pas de questions pour toi, Sophie? Il n'y a pas de questions pour l'instant pour la partie qui vient de présenter Sophie, mais si ça vient, on les posera aussi. Du coup, on va poursuivre. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Je tiens à remercier aussi Sophie et Noémie de nous avoir conviés pour ce succès. C'est vrai que le CHU de Poitiers et la recherche paramédicale, eh bien, nous sommes ravis cette année d'avoir pu décrocher enfin notre appel à projet pour la PIRES et 4 projets en plus, donc c'est super. Donc moi, je suis Aurélie Giraud, je suis infirmière, coordonnateur paramédical des projets de recherche et je suis accompagnée des lauréats des 4 projets. Donc Sophie Pajou, qui est cadre de santé en cardio-gériatrie, pardon. Guillaume Davy, qui est manipulateur en électroradiologie médicale, qui n'a pas pu se détacher aujourd'hui. Donc, c'est moi qui vais présenter son projet. Amandine Fernandez, cadre de santé en oncopédiatrie. Et Anthony Lamy, aide-soignant en réanimation chirurgie cardio-thoracique. Et moi-même, qui suis également infirmière en réanimation chirurgie cardio-thoracique. Nous allons présenter nos projets. Donc, je vais laisser la main à Sophie Pajou pour son projet Attica. Bonjour à tous. Donc, je vous présente le projet Attica, donc, qui est l'évaluation d'une technique non-invasive de recueil urinaire pour l'adaptation du traitement diurétique chez le patient incontinent, insuffisant cardiaque de plus de 75 ans, en phase aiguë. Donc, le contexte du projet de recherche, c'est du fait d'une population, donc de la prévalence d'insuffisance cardiaque du sujet âgé. Il y a une prévalence de 10% après 75 ans de cette pathologie, avec une hospitalo-requérance importante, qui entraîne évidemment un coût important pour notre système hospitalier. Dans la prise en charge, eh bien, on utilise donc les traitements diurétiques. Il y a également une nécessité pour nous soignants d'une surveillance, donc notamment de la diurèse et du poids, qui sont des éléments essentiels dans la surveillance de ce traitement. Et nous sommes aperçus, étant depuis 2013 une unité spécialisée en cardio-gériatrie, d'une difficulté de recueil des urines chez le patient âgé incontinent, c'est-à-dire un patient qui n'est pas sondé,
pour lesquels il porte des protections à son habitude, même avant l'hospitalisation, et du coup qui est sous diurétique intraveineux. Donc, le questionnement qui émergeait même avec l'équipe médicale, c'est que nous avions des difficultés. Donc, on en est venu à nous demander comment évaluer la diurèse de manière objective chez ces patients de plus de 75 ans, incontinents, avec une technique non invasive, afin d'adapter rapidement le traitement diurétique intraveineux en relais péros, tout en assurant le confort du patient et en diminuant le risque des complications. Et ça, c'est un questionnement qu'on a eu vraiment en équipe avec infirmiers et aides-soignants, puisque du coup, c'est vrai que c'est vraiment une pratique avec l'ensemble de l'équipe, puisque la personne âgée, elle perd en autonomie et du fait de cette pathologie en phase aiguë, voilà, l'aide-soignant a également eu une grande place. Donc, nous en sommes venus à une hypothèse, c'est que l'évaluation de la diurèse du patient âgé incontinent par pesée de protection permettrait une adaptation plus rapide des traitements diurétiques intraveineux lors de la phase aiguë de l'insuffisance cardiaque et un relais diurétique oral plus précoce. Donc, cette étude, c'est une étude pilote prospective de type avant-après monocentrique. La période avant, c'est-à-dire c'est une période où on ne change pas nos pratiques concernant la prise en charge de ces patients. Et la période après est définie par une prise en charge avec justement la technique de pesée des protections. Nous envisageons donc une prise en charge de 40 patients par période de 3 mois. C'est 3 mois et 3 mois, l'avant-après. Donc, les objectifs seront essentiellement par comparaison donc, entre ces deux périodes avant et après, sur notamment la durée du traitement diurétique par le nombre de jours entre le début du traitement intraveineux et le relais péros. Nous allons également comparer le taux de complications cutanées qui pourrait être lié, puisque du coup nous avons évalué et pesé des changes. Également, nous allons comparer le confort du patient en utilisant l'échelle AlgoPlus. Nous regarderons également le taux de recours au sondage urinaire, le taux de mortalité et la durée moyenne de séjour. Dans le groupe expérimental, également la faisabilité de la réalisation des pesées de protection. Donc aujourd'hui, nous sommes en cours de finalisation des documents, notamment du Comité pour le droit des personnes, de protection des personnes, pardon, pour, après leur aval, passer à la mise en place de l'étude. Ensuite, il y aura l'écriture d'un article dans une revue scientifique et après, la poursuite du projet sur une plus grande envergure, puisque là, nous restons sur, nous sommes monocentriques, donc nous restons sur notre institution et notre unité. Voilà. Voilà pour Attica. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. D'accord. Peut-être que c'est long, c'est long à écrire, mais moi, je trouve que déjà, alors en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions, déjà, je trouve le projet, vous voyez, c'est des petites choses, c'est vraiment des choses pratiques avec qui pourraient avoir un impact incroyable. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est très motivant et ça peut vraiment parler à beaucoup de professionnels qui voient ce type de projet. Du coup, je voulais savoir, vous l'avez peut-être dit, mais il y aura combien de patients qui vont être évalués, qui vont être inclus dans la recherche? Alors, on part sur 80 patients en tout. Et du coup,
vous avez travaillé un petit peu avec les méthodologistes ou voilà, pourquoi vous n'avez pas fait le choix, enfin, vous avez fait le choix d'une modalité avant-après et pas une étude randomisée, enfin, ou avec un groupe comparatif? L'idée, c'était vraiment de comparer déjà dans un premier temps, par rapport justement aux pratiques soignantes dans cette étude qui est un peu, enfin, comme on dit, pilote, pour évaluer et comparer les pratiques. Je ne sais pas si ça répond. En fait, pour le méthodologiste, ça lui semblait plus pertinent en fait, de faire une période avant et après. Ça semblait difficile de faire une randomisation auprès de ces patients, auprès de cette population de cardiogériatrie. D'accord, ok. Non, en tout cas, j'imagine que là, maintenant, vous avez hâte peut-être de démarrer. Il va falloir former tout le monde. Comment ça se passe dans le service? Parce que j'imagine, là, tout le monde est impliqué, les aides-soignantes, tout le monde pour la pesée des protections. Ça va être aussi toute une organisation en place. En effet, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, nous, ça a été proposé en 2018, vous voyez, avec par rapport au discours qu'on avait avec les prises en charge des patients et avec le médecin en réunion de service. Et du coup, ça a été proposé en réunion de service. Est-ce que, voilà, on était partant, est-ce qu'une majorité était partante justement pour essayer de travailler un projet de recherche? Du coup, on a créé un groupe de 10 personnes. Alors, 10 personnes avec moi, donc ça fait, il y a 4 infirmiers et 5 aides-soignants. Donc c'est vraiment, et c'est d'où la richesse, puisque c'est vraiment dans un esprit d'équipe et ça impacte vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc ben oui, alors c'est vrai que ça fait long, et depuis, ben, il y a quand même des mouvements dans l'équipe. Mais du coup, voilà, il y a eu des mouvements même dans le groupe, mais du coup, ça perdure. Et là, c'est la satisfaction d'arriver à un résultat, c'est vrai, en étant l'ORA, pardon, avec Apires, puisque c'est vrai, avant, eh bien, voilà, on a essuyé aussi de quelques échecs, mais voilà. Mais ça a été source aussi de retravailler le projet et d'aller un peu plus loin. Et c'est vrai que depuis 2018, eh bien, on a réussi à affiner en fait cet écrit pour préciser vers où on voulait aller, ce qui est la difficulté. Je sais pas. Bah, merci beaucoup, hein, vraiment, moi je trouve ça. Et encore une fois, félicitations. Maintenant, on aura hâte de suivre les premières inclusions et voir. Et puis après, ben, les résultats. Chaque chose, voilà, c'est une nouvelle aventure là qui commence. Donc, voilà. Et je vous avoue, du coup, avec tout ce qu'on a tous vécu, cette pandémie hein, qui nous a impacté énormément, eh bien, ça a apporté autre chose. Ça a permis également en fait, de sortir un petit peu de toutes ces problématiques. En tout cas, les soignants, c'est ce qu'ils m'ont dit, en fait, ceux qui sont vraiment aussi impliqués. C'est vrai que ça a permis aussi de parler aussi d'autres choses, d'aller vers autre chose, même si c'est une charge complémentaire, supplémentaire, mais voilà, ça apporte aussi autre chose et dans la motivation, pour trouver la motivation. Bah, merci beaucoup pour ce message très positif et que je retranscrirai aussi auprès des équipes ou d'autres établissements. Merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat ni dans l'onglet questions, mais on pourra y revenir si jamais il y avait des questions par rapport à ce projet. Je propose qu'on continue si vous le souhaitez. Ça marche. Donc, du coup, je vais vous présenter le projet de Guillaume Davy, dont l'acronyme est Daphné. Donc, c'est l'évaluation de la douleur et de l'anxiété des patientes au cours d'une hystérosalpingographie narrativisée par un casque de réalité virtuelle.
Alors, le contexte, c'est que l'infertilité est une problématique fréquente puisqu'elle représente un couple sur 5 qui consulte pour une absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels sans contraception. L'investigation d'infertilité, c'est un parcours qui est long puisque ça nécessite une série d'examens assez longue et complexe, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. L'hystérosalpingographie, c'est un examen gynécologique invasif permettant d'opacifier l'utérus et les trompes de Fallope. C'est aussi un examen diagnostique de première intention qui peut être parfois thérapeutique lorsque le produit de contraste permet de désobstruer, une désobstruction intratubulaire. C'est un examen qui est douloureux. Il est classé d'après les normes de l'HAS comme une douleur forte. Et puis, c'est un examen qui est anxiogène parce que la femme est en position gynécologique pendant au moins une demi-heure. Donc, ça reste quand même un examen assez particulier. Le constat qui a été fait, c'est que lors de cet examen, il y a une inefficacité des traitements analgésiques médicamenteux. Le méopa est une technique qui pourrait être utilisée, mais étant donné que l'examen est long, il y a un risque important d'effets indésirables. Plusieurs techniques non médicamenteuses pourraient être employées, mais sont plutôt inadaptées. Par exemple, l'hypnose qui est inappropriée selon les principes de radioprotection. Et donc, on sait que le casque de réalité virtuelle a un bénéfice sur la douleur et sur l'anxiété. Et donc, du coup, l'hypothèse de Guillaume, c'est que l'utilisation de la réalité virtuelle diminue la douleur et l'anxiété chez la femme lors d'une hystérosalpingographie. Donc, en fait, la méthode de réalité virtuelle qui va être utilisée, on va se servir d'un casque qui va être adapté à l'utilisation en radiologie aux patients adultes. Et donc, le matériel qui va être utilisé va permettre aux patients de choisir un environnement. Donc, il y aura 4 environnements différents. Celui que vous voyez à l'écran, c'est le jardin zen. Il y a également la montagne enneigée, la forêt ou la plage. Et associé à cet environnement visuel, il y aura un environnement auditif avec de la musique adaptée à chaque thème, ce qui va renforcer l'ambiance paisible et apaisante. Le design de l'étude, donc c'est une étude pilote. C'est une étude de catégorie 2. Elle est multicentrique puisqu'on sera sur 2 centres. Elle sera randomisée et comparative. Donc, il y aura 2 groupes. Le groupe conventionnel, donc la prise en charge habituelle, et le groupe expérimental avec l'utilisation des casques à réalité virtuelle. Le nombre de sujets nécessaires pour cette étude est de 60 patients qui seront recrutés sur une période de 12 mois. Les objectifs de cette étude, c'est de comparer la douleur entre les 2 groupes. Donc pour ça, on va utiliser l'échelle numérique. De comparer l'anxiété entre les 2 groupes. Donc là aussi, on va utiliser une échelle qui est validée, une échelle qui va permettre d'évaluer l'anxiété à un moment donné. On va évaluer la dose de radiation pendant l'examen et la durée de l'examen. En fait, ce qui est supposé, c'est que si la patiente a moins mal, elle aura moins de risques de se mobiliser, d'avoir des réflexes de mobilisation, ce qui fait que du coup, les images seront mieux captées ou en tout cas, la durée d'examen sera diminuée. Et du coup, si la durée d'examen est diminuée, on estime que la dose de radiation sera elle aussi diminuée. Actuellement, ce protocole est en train d'être inscrit au Clinical Trial et pareil que pour Attica, les documents sont en train d'être finalisés pour être déposés au comité de protection des personnes. Donc, le financement obtenu via l'appel à projet APIRES va nous permettre
de mettre en place ce projet, tout en sachant que le CHU possède déjà le casque à réalité virtuelle et que pour le deuxième centre, l'industrie qui finance, enfin qui fournit en tout cas ce casque va le prêter gracieusement pour le deuxième centre et pour que le protocole puisse se faire. Voilà. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre, comme c'est le projet de Guillaume. Alors, nos participants sont un peu timides, j'ai l'impression. On n'a toujours pas de questions. En tout cas, c'est un très beau projet aussi, avec, on le voit tout de suite, un véritable impact sur l'amélioration des prises en charge de ces femmes dans le difficile parcours de PMA. Donc, très, très beau projet aussi. Ça a l'air vraiment d'être un examen qui est très particulier, qui est gênant pour la femme et ensuite qui est aussi douloureux. Donc, du coup, c'est vrai que d'avoir une prise en charge qui puisse améliorer le confort, d'autant plus que ils sont quand même, les femmes sont quand même dans une recherche de quelle est la cause de l'infertilité et aussi à se poser les questions, est-ce qu'elles vont pouvoir être maman? Donc, il y a le côté anxiogène de l'examen, il y a le côté anxiogène aussi de l'interrogation d'une future maman ou pas. Alors, on a une petite question de Madame Germain qui dit, donc même question que précédemment, comment a été calculée la taille d'étude et quelle est la justification qui a été indiquée dans le protocole? Alors, le calcul de la taille de l'étude, étant donné que c'est une étude pilote, ils se sont basés sur, en fait, étant donné que c'est une étude pilote, pour le moment, il n'y a pas d'études qui ont été réalisées sur cet examen. Il y a une étude chinoise qui est en cours, mais du coup, ils n'ont pas les mêmes environnements avec les casques virtuels, ils n'ont pas la même culture aussi. Au niveau de la douleur, ça a été montré qu'on n'a pas la même, la même sensibilité en fait de la douleur. Et du coup, ils sont basés du fait que, c'est une étude pilote, donc on ne va pas prendre un grand nombre de patients, on va prendre un nombre de patients qui, comme pour une étude pilote. Et la deuxième chose que je voulais dire, je ne sais plus. Et la faisabilité, c'est en fonction du nombre d'examens, de ce type d'examen en fait qui a lieu sur les deux centres. Et on a une deuxième petite question, mais je pense qu'il revient un petit peu à ce que vous venez de dire. Monsieur Boutreux qui demande, est-ce que vous avez réalisé une étude initiale avant d'écrire ce protocole? Et si oui, quels ont été les résultats? Alors non, il n'y a pas eu d'étude initiale de réaliser. Il n'y a pas eu une étude, au sein de notre service, du CHU, non. Ils ont en fait calculé le nombre de personnes qui avaient cet examen à l'année, combien ils pouvaient recruter sur l'année. Et ensuite, en effet, il y a une étude chinoise qui est actuellement en cours, qui utilise la réalité virtuelle dans le cadre de cet examen. Mais les résultats sont toujours pas sortis. Peut-être que la question était sur est-ce que vous utilisez déjà, comment il est accepté ce casque Le casque, alors, je sais qu'il l'utilise. Après, je ne peux pas vous dire sur quel type d'examen. Mais vu qu'ils en ont un, c'est qu'ils l'ont utilisé. Et après, voilà. Étant donné qu'ils qu'ils proposent cette étude, c'est qu'en effet, le casque à réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est bien accepté par les patients. Sinon, ils ne se lanceraient pas dans quelque chose, dans un protocole de recherche où le casque n'est pas accepté. C'est justement ça qui fait aussi la faisabilité quelque part, c'est qu'ils l'ont déjà utilisé sur leurs patients, sur certains patients. Après, je ne sais pas, je vous dis dans quel cadre, puisque c'est pas mon domaine, la radiologie, mais c'est ce qui leur a permis de dire il faut essayer sur ce type d'examen
puisque cet examen est douloureux et anxiogène, et si on peut apporter en tout cas du confort pour les patientes et diminuer leur douleur, ben, ce serait bien. J'ai une autre petite question, c'est sur la mesure de la douleur par l'EN. Ce sera fait à quel moment? Parce que l'examen est long, 30 minutes en moyenne. Donc, ça fait après. Ça fait mal tout le temps. Ouais. En fait, ça va être la douleur maximale ressentie par la patiente pendant l'examen. On a donc Monsieur Boutreux qui réagissait à votre intervention en disant est-ce que du coup une enquête de satisfaction avait pu être réalisée Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Et pour revenir au calcul du nombre de sujets nécessaires, Madame Germain qui disait donc du coup là dans le cadre de l'étude pilote, aucune justification numérique, par exemple en expliquant le rapport à la différence qu'on pourrait mettre en évidence. Alors si, je pense que si, de toute façon dans le protocole qu'on dépose à la PIRES, il faut de toute façon toujours justifier du nombre de sujets nécessaires et du calcul et de l'analyse derrière qui va être faite. Donc le méthodo biostat a bien sûr expliqué comment est-ce qu'il avait calculé. On laisse une grande liberté de confiance, surtout confiance au méthodobiostat lorsqu'il calcule le nombre de sujets nécessaires et au niveau de ses analyses. Moi, je sais que c'est pas ma compétence, donc pour le projet de recherche qu'on est en train d'établir avec Anthony, c'est la méthodobiostat de notre projet qui a calculé et elle nous a expliqué comment elle a calculé. Mais évidemment, il faut qu'on lui donne les éléments dont elle a besoin pour pouvoir faire le calcul. On avait une dernière petite question, je crois. Vous l'avez peut-être, enfin vous l'avez dit dans le diaporama, mais peut-être qu'on peut juste le repréciser. Madame Dos Santos qui demande les échelles utilisées pour mesurer la douleur et l'anxiété avant, pendant et après la procédure. Alors la douleur, c'est l'échelle numérique qui est utilisée dans beaucoup d'endroits, et l'anxiété, c'est l'échelle STAY-A qui est une échelle d'anxiété qui est validée au niveau scientifique. Et elles sont passées, l'échelle d'anxiété, elle est passée à plusieurs moments dans la procédure? Non, elle est passée après. On ne peut pas passer, en fait, on peut pas les passer pendant, parce que le casque à réalité virtuelle, il a pour but aussi, il a un effet hypnotique en fait. Donc si vous intervenez pendant le déroulé du casque à réalité virtuelle, vous cassez en fait son efficacité en fait. Écoutez, merci bien pour toutes ces précisions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci. C'est vrai que c'est intéressant aussi de voir justement voilà, les contraintes liées à l'examen lui-même, qui fait qu'on ne peut pas pratiquer l'hypnose, du coup on trouve autre chose. Et puis du fait des modalités de réduction de la douleur du casque réalité virtuelle, on ne peut pas recueillir les critères au moment où on voudrait les recueillir. Donc peut-être, voilà, j'imagine qu'il y a eu pas mal de discussions autour de ce recueil de données. Et voilà, c'est un autre aspect aussi qui est intéressant. Donc voilà. Et c'est lequel, l'autre centre? L'autre centre, c'est sur Bordeaux, c'est une clinique sur Bordeaux. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va passer à OPIR. À OPIR, et c'est Amandine qui va vous présenter. Bonjour à tous, donc Amandine Ferlandès, je suis cadre de santé en oncopédiatrie et hôpital de jour pédiatrique. Donc je vais vous présenter le projet OPIVR. Donc c'est l'impact de la réalité virtuelle en hématologie et oncologie pédiatrique sur la prise en charge de la douleur lors d'actes invasifs chez les enfants de 6 à moins de 18 ans en études pilote.
Donc, le contexte, il est vrai que lors de la découverte d'un cancer en pédiatrie, les enfants sont sujets à des méthodes diagnostiques et curatives très douloureuses, puisqu'on va avoir des ponctions de moelle, ponctions lombaires, et puis le passage de plusieurs chimiothérapies sur la chambre implantable. Ce sont des prises en charge chroniques, ça engage les patients sur des protocoles qui sont longs, donc avec des méthodes qui vont être itératives. Ce sont donc des soins douloureux et qui peuvent être anxiogènes. Donc actuellement, les thérapeutiques proposées, en tout cas dans le secteur d'oncopédiatrie, donc en première intention, il y avait le Méopa, enfin il y a toujours le Méopa. On sait bien entendu que le Méopa peut créer de l'accoutumance, mais également des effets secondaires lorsqu'il y a des doses cumulées. Et puis, bien entendu, lorsque le Méopa n'a pas son efficacité ou n'est pas accepté par les enfants, dans ce cas-là, on va passer sur des paliers de plus en plus hauts en proposant d'autres drogues, donc notamment comme la kétamine, l'hypnovel, l'oramorphe, voilà. Il y a aussi l'hypnoanalgésie, donc bien entendu ça nécessite du personnel formé et disponible sur un temps assez certain, ce qui n'est pas toujours faisable. Et il faut aussi que le professionnel puisse pratiquer régulièrement pour qu'il puisse établir cette relation de confiance avec l'enfant. Et donc, du coup, on a remarqué dans l'équipe qu'on avait de plus en plus de difficultés d'obtenir le consentement aux soins de ces enfants. Notre questionnement alors a été comment diminuer l'anxiété, la douleur lors des soins douloureux avec une technique non invasive. On souhaitait bien entendu maintenir le niveau de prise en soin de l'enfant et améliorer la qualité de prise en soin du patient et par là même la qualité de vie aussi, enfin la qualité au travail du soignant, puisqu'on sait que la qualité de vie ou du travail du soignant est aussi importante pour améliorer la qualité de prise en charge du patient. Donc, on a souhaité tester les casques de réalité virtuelle. Le but, c'était de proposer d'accompagner ces moments douloureux avec ces casques. Donc, il est vrai qu'on a pu les tester sur différents gestes, des gestes courts et longs, itératifs, et on a vu qu'il y avait quand même une satisfaction des patients, mais aussi des familles avec l'utilisation de ce casque. Donc, on a plutôt souhaité se focaliser sur deux actes spécifiques, la ponction lombaire et la ponction sur chambre implantable. Donc, on va voir dans ce petit lien vraiment ce que l'enfant voit à peu près sur les différents mondes grâce au casque de réalité virtuelle avec le discours hypnotique. Alors, donc on peut voir plusieurs mondes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose qui se défile. Normalement, il y a plusieurs mondes et plusieurs ambiances sonores différentes. L'enfant peut choisir s'il veut une voix d'homme ou de femme ou pas du tout de voix. Au niveau du son, il peut avoir de la guitare, une ambiance zen. Enfin voilà, c'est lui qui choisit. Et dans les mondes, on va avoir le voyage astral, la plage tropicale, les sous-bois. On va avoir aussi maintenant les 4 saisons, mais également un voyage dans un paysage plutôt hivernal. Nous avons fait le choix de ne pas prendre le même type de casque de réalité virtuelle que les adultes, puisque en fait les enfants étaient en recherche d'un autre type de monde virtuel.
Du coup, alors attendez, excusez-moi, il y a un petit... Voilà. Donc, notre hypothèse est que l'utilisation du casque de réalité virtuelle, alors attendez, l'utilisation du casque de réalité virtuelle lors des soins invasifs pourrait être une méthode efficace pour réduire la douleur et l'anxiété chez l'enfant de 6 ans à moins de 18 ans. Donc, le design de cette étude, pour nous, c'est une étude pilote. Le but, c'est vraiment de récolter plusieurs données afin de faire une étude beaucoup plus importante. C'est une étude... Alors, excusez-moi, on a un petit souci technique. C'est bon. Non, tu sais, on a... Bah oui, c'est pas les onglets. Oui. Du coup, le pouvoir est là. Je ne sais pas si vous m'avez perdu ou... Non, on vous entend, c'est juste il y a apparemment un problème de partage de la présentation. Donc D'accord. Alors, on voit très bien votre écran, peut-être mettre en mode présentation. Voilà. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Oui. Donc, comme je pourrais vous expliquer, le design de l'étude, c'est une étude pilote qui nous permettra de recueillir des données pour le but étant de le faire à plus grande échelle. C'est une étude monocentrique, comparatif, entre le groupe contrôle et le groupe pratique habituelle, en fait, et le groupe réalité virtuelle. Le but étant de randomiser 60 patients sur une période de 24 mois. Donc, l'objectif entre ces deux groupes est de comparer la douleur après les actes invasifs par l'évaluation par le VA et voir son évolution dans le temps. L'anxiété de l'enfant avant et après les actes, le type et la quantité d'antalgiques consommés, les constantes physiologiques de l'enfant et l'apparition d'éventuels effets secondaires. Donc, nous sommes en train de rédiger le CPP pour le déposer. Nous allons ensuite mettre en place l'étude et puis, bien entendu, nous souhaitons ensuite publier. La poursuite, donc, comme je vous ai expliqué, du projet, c'est de l'effectuer à plus grande envergure et en multicentrique. Donc, le projet a été retenu pour la PIRES et il est vrai qu'on a réussi à avoir on a été en tout cas sélectionné pour faire partie du fonds Alinor afin d'avoir un cofinancement puisque les 24 000 € alloués ne suffiront pas pour faire l'ensemble de l'étude. Voilà, je vous remercie. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions. Merci en tout cas pour votre présentation. Moi, j'en aurais une petite. La tolérance chez les enfants. On sait qu'il y a parfois des petits soucis de tolérance du casque de réalité virtuelle chez l'adulte. Est-ce que vous avez trouvé des données chez les enfants? J'ai vu que vous prévoyez de recueillir les effets indésirables, mais est-ce qu'il y a déjà des données sur la tolérance du casque chez les enfants? Alors, je me suis appuyée donc sur différentes publications. On a déjà vu que ça a été utilisé chez les patients drépanocytaires.
Voilà, après, mis à part peut-être quelques nausées, la tête qui tourne, ce qu'il fallait surtout respecter, c'était de ne pas utiliser le casque de réalité virtuelle avant 6 ans, puisque ce sont les recommandations du constructeur. Et puis, bien sûr, la taille ne correspond pas pour les enfants de moins de 6 ans. Et peut-être une même question que pour l'autre projet. Du coup, vous l'avez déjà utilisé, j'imagine, dans le service. Vous avez peut-être un petit peu un retour sur comment c'est accepté ou si vous avez le sentiment, votre équipe, que c'est efficace. Alors, en fait, nous avons obtenu un don d'une association, l'association Vive l'Espoir, qui nous a en fait fourni les 2 casques de réalité virtuelle, puisqu'on leur a présenté le projet. On a senti, enfin en tout cas pour ma part, j'ai senti l'équipe en demande de trouver des solutions non médicamenteuses pour permettre l'acceptation des soins des patients. Et c'est vrai que du coup l'association nous a fourni les casques. Donc on les utilise déjà, nous sommes en cours d'utilisation, même si nous n'avons toujours pas randomisé les patients. C'est plutôt bien accepté. La seule chose, la difficulté, c'est que, comme je l'ai pu vous expliquer, nous avons beaucoup de patients qui ont une certaine accoutumance du méopa. Et c'est vrai que, entre guillemets, quand ils y ont goûté, c'est difficile de passer sur une autre pratique. Donc maintenant, tous les nouveaux patients, on leur propose d'emblée, s'ils sont entre 6 et 18 ans, le casque de réalité virtuelle. On voit que c'est très bien accepté. Ils sont souvent déjà habitués au monde virtuel, puisque c'est un peu leur quotidien. Donc non, ça se passe plutôt bien. Il y a une petite question de Madame Ogis qui demande comment évaluer l'anxiété chez l'enfant. Alors, j'ai choisi plutôt l'échelle de Franck, qui est une échelle assez simple avec 3 items qui permettent de pouvoir vite évaluer l'anxiété avant et après le geste. C'est une échelle qui a été plutôt utilisée dans les soins dentaires. Je retourne sur la question de l'utilisation du méopa ou des médicaments. Vous allez comparer entre les 2 groupes la consommation dentalgique. Est-ce que quand on a le casque, on peut quand même avoir aussi du méopa? Alors, la taille du casque, avec la taille du casque, ça me semble compliqué, mais c'est faisable. Après, le but étant vraiment, bien entendu, que si l'enfant est douloureux, il pourra obtenir le méopa ou d'autres drogues. Mais c'est vrai que ça ne se met pas aussi bien que quand on a le méopa seul au niveau de la sphère ORL. Et j'ai encore une petite question sur le choix des actes. Donc, c'est la ponction lombaire et la perfusion sur porte à 4 ou c'est Oui. autre chose que porte à 4? D'accord. Vous allez après, j'imagine, faire des analyses en fonction de l'acte parce que peut-être la perfusion sur porte à 4 est peut-être plus rapide déjà en tout cas que la ponction lombaire ou en termes d'anxiété ou d'appréhension ou de douleur, c'est peut-être pas. Alors, normalement, pour randomiser le patient, il faut absolument qu'il ait une ponction lombaire. Donc, tous les patients auront une ponction lombaire pour débuter la randomisation. Et ensuite, ils reviendront pour faire leur chimiothérapie. Ils peuvent avoir d'autres ponctions lombaires ou d'autres branchements sur chambre implantable. Et le but, c'est de voir l'évolution justement de la douleur et de l'anxiété, puisqu'on sait qu'un enfant, par exemple, qui est dans un protocole de leucémie, peut avoir en 3 mois jusqu'à 7 ponctions lombaires et 20 branchements sur chambre implantable si on compte les chimiothérapies, les transfusions sanguines ou l'apport de d'autres des immunoglobulines. Enfin, voilà.
C'est vraiment un beau projet. J'imagine du coup que l'équipe aussi est mobilisée autour de ce projet. Vous êtes la cadre du service. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé, comment vous arrivez à maintenir la motivation de l'équipe Alors, il y a en fait 2 équipes, puisqu'il y a le secteur d'oncopédiatrie et le secteur d'hôpital de jour pédiatrique. Donc, je mobilise l'ensemble des soignants. Elles ont vraiment à cœur de pouvoir proposer des techniques non invasives et elles l'utilisent régulièrement, elles le proposent même sur d'autres gestes en dehors que la ponction lombaire et la ponction sur chambre implantable. Donc déjà, on sent une motivation à vouloir proposer cette technique parce que automatiquement, un enfant qui consent aux soins et qui ne nécessite pas qu'on lui mette le méopas ou qu'on l'immobilise, fait que c'est quand même plus confortable aussi pour elle au niveau de la charge mentale que de la charge physique. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi partant dans le projet. D'ailleurs, il y a un co-investigateur, une auxiliaire, mais également des infirmières. Et bien sûr, l'équipe médicale. Il y a Madame Dos Santos qui demande est-ce que vous avez qu'un seul casque? Comment vous faites s'il y a 2 enfants en même temps dans le... Alors, nous avons 2 casques de réalité virtuelle, un sur le secteur de l'hôpital de jour pédiatrique, oncopédiatrique, et l'autre sur le secteur d'oncopédiatrie, puisque ils sont géographiquement entre 9 étages de différence. Et normalement, nous avons une petite unité, mais bien entendu, on essaiera de s'arranger pour que si les 2 patients sont randomisés dans le groupe casque de réalité virtuelle pour qu'ils puissent bénéficier tous les 2 du soin. Nous avons une unité de 6 lits en oncopédiatrie et 3 lits en hôpital de jour. Bah, écoutez, on peut peut-être passer à la présentation suivante. Merci. Il y a d'autres questions, on y reviendra. Donc, du coup, on va vous présenter le dernier projet de recherche paramédicale retenu à la PIRES. Donc, c'est le projet Area Relax que Anthony et moi-même portons. Donc, c'est l'impact de l'association musique et lumière relaxante sur l'anxiété du patient post-opératoire, une chirurgie cardiaque en service de réanimation. C'est une étude pilote randomisée. Donc, le contexte, c'est que la chirurgie cardiaque, c'est une chirurgie qui est très anxiogène pour le patient. Déjà parce que pour le patient, on va opérer le moteur en fait de l'organisme. Le cœur est un organe quand même qui est représentativement très important. Et après la chirurgie, le patient reste anxieux, parce qu'il connaît les complications qu'il peut développer en post-opératoire, puisque celles-ci lui ont été exposées lors de la consultation d'anesthésie. Donc, c'est vrai qu'avant, il est anxieux, après, il est anxieux parce qu'il a peur des complications. Donc c'est voilà, une chirurgie qui est anxiogène. Au niveau douleur, c'est une chirurgie qui est douloureuse puisque lors de l'intervention, le sternum va être coupé et il va être écarté pour que le chirurgien puisse aller opérer sur le cœur. Donc, déjà, cette sternotomie est douloureuse et ensuite, le patient ressort du bloc opératoire avec des drains pleuraux qui sont en aspiration et qui ont tendance à être douloureux. Ensuite, une des complications qui arrive pour 18% en tout cas dans notre service de réanimation de chirurgie cardiaque, c'est le délirium. Donc le délirium post-opératoire qui est multifactoriel.
et qui peut être très dangereux pour le patient. En fait, le délirium, ça peut se manifester par des hallucinations visuelles, auditives ou sensitives, critiquées ou non par le patient. Alors, lorsque le patient voit des pétales de fleurs tomber du plafond et qui dit je vois des pétales, je sais que c'est pas vrai et que j'hallucine, là tout va bien. On va surveiller que ça n'empire pas, mais pour le patient, il n'y a pas de danger. Par contre, il y a le plus souvent, les patients ne critiquent pas leur hallucination et ils partent carrément dans un délire. Donc, ils peuvent se croire à la guerre, se croire au milieu de travaux. Et du coup, le patient peut être amené à vouloir se lever. Vouloir se lever, ça veut dire risque de chute, risque d'arracher les cathéters dont il est muni. Ça peut être cathéter central, cathéter artériel, les drains dont je vous ai parlé, les arracher. Donc, c'est un danger pour lui-même, c'est un danger aussi pour le personnel qui peut se prendre des coups lorsque le patient est dans un délirium agressif. Et puis, c'est difficile à vivre pour les familles lorsqu'elles voient leurs proches dans cet état-là. Le délirium, ça peut entraîner une augmentation de la durée moyenne de séjour également. Donc ça, c'est le contexte de la chirurgie cardiaque. Ensuite, il y a le contexte de l'environnement de réanimation qui est également anxiogène, de par le bruit des scopes, des respirateurs et du mouvement du personnel. La lumière, la lumière du scope, voilà, la lumière de réa. Et puis, l'environnement de réanimation ne favorise pas le sommeil. Perturbation du sommeil, et on sait qu'un sommeil perturbé, altéré, peut entraîner des hallucinations. Et l'autre chose, c'est que le patient, il a sa chirurgie la journée, on va le réveiller en milieu d'après-midi, fin de journée, et en fait, il va être réveillé au moment où le soir arrive et la nuit commence. Donc voilà. On va inverser en fait le cycle du sommeil. Bonjour à tous. Effectivement, le questionnement, c'était de comment diminuer l'anxiété et la douleur, comme l'a précisé Aurélie auparavant, sur l'apparition d'un délirium par des techniques en fait, qui sont non médicamenteuses. On sait que toutes ces techniques non médicamenteuses qui visent à diminuer un petit peu le stress dans les services de réanimation se développent. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée d'apporter par des techniques non médicamenteuses auprès des patients opérés d'une chirurgie cardiaque. Donc, bien évidemment, ce que l'on souhaite, le questionnement que se posait, c'était de maintenir un niveau de sécurité, comme l'a précisé Aurélie, d'une part pour le patient, mais aussi pour le soignant, et puis améliorer, bien évidemment, la prise en charge du patient. Concernant les propositions, donc on proposait des moments de détente. On le faisait déjà en réduisant un petit peu le niveau sonore dans les chambres de réanimation. On fermait parfois donc les volets, on mettait le scope en mode privé, ce qui nous permettait d'avoir un relais quand même sur la centrale générale. Et puis, donc on a voulu pousser un petit peu plus loin en associant de la musique et de la lumière douce, donc des musiques un petit peu relaxantes que l'on peut retrouver dans des spas ou d'autres instituts. Et puis de la lumière, parce qu'on sait que la lumière et la musique, les deux associés, ont un effet positif sur l'amélioration de la prise en soin des patients. Ce que l'on souhaitait, c'était de disposer d'un dispositif adapté en service de réanimation. Donc, il fallait que ce soit un dispositif qui soit mobile, qui réponde aux normes d'hygiène, etc. Et puis, l'apport de la séance de détente, donc via une modification de l'environnement, permettrait, on le pense, de diminuer l'anxiété en post-opératoire des patients ayant bénéficié d'une chirurgie cardiaque. Donc, le design de l'étude, c'est une étude de catégorie 2, c'est une étude pilote. Elle est monocentrique, elle se fera qu'en réanimation de chirurgie cardiaque du CHU Poitiers.
Elle est randomisée et donc il y aura 2 groupes. Un groupe avec la méthode habituelle où en effet, comme Anthony l'a dit, actuellement il y a une petite on va dire, période de repos pour le patient. Et puis un groupe avec la méthode innovante, c'est-à-dire avec le matériel que nous allons mettre en place, musique et lumière douce. Le nombre de sujets nécessaires qui a été calculé par le méthodobiostat, c'est 110 patients sur une période d'1 an. Et je vais laisser Anthony vous montrer le matériel. Donc là, vous avez donc en visu le dispositif que l'on a acheté. Donc vous avez sur la partie gauche un projecteur, c'est un disque à huile, une lampe à huile un peu, qui va donc diffuser au plafond. Donc vous l'avez sur la photo de droite. Là, elle était en phase de démarrage, elle n'était pas encore très très colorée. Donc il va projeter au plafond donc une image. Ensuite, vous avez une colonne à bulles qui est colorée, qui change régulièrement de couleur. On peut bien évidemment, le patient peut choisir aussi la couleur qu'il souhaite. Voilà. Et donc via un dispositif sonore, nous avons une clé USB avec une playlist qui permet de diffuser de la musique. Voilà. Donc ce chariot que vous voyez sur la droite a été donc conçu par les menuisiers en interne pour réduire aussi le coût du projet. Voilà, l'objectif c'était de comparaître donc les 2 groupes, d'une part d'apporter en fait de définir des critères, notamment donc d'évaluer l'anxiété du patient avant la séance et après la séance par toujours ce questionnaire STAIL-YK, d'évaluer la douleur, les niveaux d'inconfort du patient par l'échelle numérique, et puis par une échelle KAMA-ICU d'évaluer le délirium du patient, et bien évidemment de calculer s'il y a une réduction de la durée moyenne de séjour. Donc, comme pour les précédents projets, nous sommes actuellement en train de finaliser les documents pour déposer au comité de protection des personnes. Au sein du service, nous sommes en train de créer un groupe qu'on a appelé Relax pour sensibiliser, même s'ils sont déjà sensibilisés par le protocole qu'on a écrit, les différents personnels du service. Dès qu'on a les autorisations réglementaires, on met en place l'étude. Et comme tout projet de recherche paramédicale et l'écriture, le but c'est aller jusqu'à l'écriture d'un article dans une revue scientifique. On voudrait derrière poursuivre ce projet de plus grande envergure. Alors peut-être dans un service autre que la réacardioto. Ça se discute. Le financement retenu à l'appel à projet APIRES, et comme pour OPIR, nous avons été retenus par le Fonds Aliénor. Le Fonds Aliénor, qui est une association qui va aller rechercher des fonds pour les projets qu'il a retenus. À savoir que lorsque les donateurs font un don au Fonds Aliénor, ils font un don à un projet en particulier. C'est-à-dire que s'ils décident de donner pour OPIV ou de donner pour Réa-Relax, ce sera pour le projet que le donateur aura choisi, et non pas au Fonds Aliénor qui redistribue derrière. C'est vraiment le donateur donne à un projet particulier, choisi par lui-même. Et puis au niveau financement, en fait, comme le disait Anthony, on a déjà une colonne à bulles et un projecteur que nous n'avons pas encore mis en place. On attend en fait les autorisations pour pouvoir lancer l'étude. Est-ce que vous avez des questions sur le projet? Alors oui, on a quelques questions. Est-ce que vous excluez les patients ayant un début de délirium afin de ne pas risquer de l'accentuer avec les lumières et le son?
Madame Lédy, Alors, pour cette question. En fait, les personnes qui auront... la sélection va se faire en fait au niveau de la consultation d'anesthésie. Et les patients qui ont déjà fait un délirium ou qui ont une démence, par exemple, ne seront pas inclus dans l'étude. Et le projet, en fait, l'inclusion se fera au lendemain de l'intervention. Et le délirium, en général, en moyenne, apparaît aux alentours de J3. On avait fait, c'était en 2016, je crois, on avait fait une petite étude de 15 jours. On avait eu pas mal de patients délirium sur cette période-là. Et en fait, on avait recueilli juste les données pour voir à partir de quand apparaissait le délirium et quand est-ce qu'il se terminait, combien de temps ça durait. Et en moyenne, le pic, en fait, se trouvait à J3. On avait une autre petite question. Peut-être Sophie, tu pourrais apporter un éclairage. C'est Madame Boisvert qui dit que donc Monsieur Lamy est aide-soignant. Pourquoi il n'est pas porteur de projet seul? Et par extension, pourquoi le GIRSI n'ouvre pas aux aides-soignantes et aides-soignants l'accès au financement à PIRES? Je vais peut-être, parce que c'est toujours des questions qui reviennent assez fréquemment, donc je me dis peut-être que Monsieur Lamy peut peut-être lui-même répondre. On donnera bien sûr Aurélie aussi la parole, et puis moi j'aurais peut-être aussi quelques éléments d'éclairage sur ces questions qui reviennent souvent. Oui, mais merci pour cette question. Effectivement, les aides-soignants ne sont pas pas investigateurs principaux des projets de recherche. À la base, c'était pour moi un projet de service parce que je savais très bien que je ne pouvais pas être porteur du projet. Donc, j'avais présenté à l'équipe de direction, à l'équipe encadrante, un projet de service dans un premier temps. Et c'est vrai que l'équipe médicale et même paramédicale par Aurélie trouvait ça dommage que ça ne pouvait pas être porté par un projet de recherche. Donc moi, j'ai sans hésiter donné le relais à Aurélie Giraud qui a bien voulu porter le projet à ma place. Et voilà, elle m'exclut pas dans le projet. Voilà, elle m'accompagne là-dedans et j'apprends énormément. Mais effectivement, je trouve dommage que l'on puisse s'empêcher d'ouvrir des projets parce qu'on ne peut pas être investigateur principal. Voilà. Mais voilà, avant, c'est quand même un travail d'équipe et voilà, il faut le porter en équipe. Donc, qu'on soit soignant, infirmier, voilà, c'est un projet d'équipe, donc il faut le mener ensemble. Oui, l'idée, Anthony, était bonne et je trouve que pour valoriser son idée, je trouvais qu'il fallait que ça passe par un projet de recherche, c'est un soignant. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il ne puisse pas être investigateur principal. Après, je trouvais dommage aussi de ne pas pouvoir mettre en valeur son idée. Et voilà, et donc du coup, je lui ai proposé en fait qu'on fasse un protocole de recherche, un projet de recherche, que moi je sois investigateur principal et qu'il soit investigateur associé. Voilà, parce que c'est son idée, parce que donc voilà, je l'accompagne beaucoup par rapport à l'écriture du protocole, tout ce qui est mis en place en fait des procédures avant la mise en place dans le service, et ensuite on continuera main dans la main à poursuivre le projet. J'assure plus la partie technique en fait qu'administrative. Oui, merci pour cette réponse. C'est vrai que voilà, au moins dans ce montage-là, on voit que Monsieur Lamy n'est quand même pas mis de côté. On trouve toujours une solution pour que le nom apparaisse. Et que, voilà, si c'était de son initiative, évidemment, je trouve que c'est important. Après, d'un point de vue réglementaire, sur plusieurs points, ce n'est pour l'instant pas possible. Les aides-soignants ne sont pas éligibles en tant qu'investigateurs principaux.
déjà dans les soins, ils sont sous la responsabilité de l'infirmière. Bon, ça c'est un point. Et après, dans le dans la loi Jardé qui règle la recherche clinique en partie, il est bien indiqué que les infirmières peuvent être investigateurs principaux et d'autres personnels qualifiés. Donc après, c'est les CPP qui examinent la qualification du porteur de projet. Donc, je ne sais pas, j'ai à ma connaissance pas d'idées, de connaissances de projets qui soient portés par un aide-soignant en tant qu'investigateur principal. Après, les choses peuvent évoluer. Elles ont évolué dans le domaine des soins infirmiers. Voilà, on n'est pas fermé. Après, sur Apires, c'est vrai qu'initialement, on a gardé exactement la même cible que pour le PHRIP, puisque l'idée, voilà, c'est de faire des études à petite échelle pour ensuite pouvoir les proposer à de plus grandes échelles. Mais voilà, je comprends la question. Et puis oui, un autre point, voilà, il y a aussi tout ce qui est l'histoire des publications. Et là, peut-être c'est quelque chose que vous avez négocié aussi entre vous, la place de l'auteur. Monsieur Lamy peut ne pas être investigateur principal, mais coordonnateur scientifique ou investigateur associé et avoir son nom en tant que premier auteur, par exemple, sur la première publi. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on travaille ensemble, on est dans la même équipe de soins aussi, donc il n'y a pas de concurrence qui se met entre nous, voilà. Mais c'est un point qui est important, Sophie, que tu soulèves, c'est-à-dire que en effet, quand il y a des équipes qui mènent un projet de recherche ensemble, qui écrivent un protocole ensemble, c'est vrai qu'il est bien, dès le départ, de définir par rapport à l'article scientifique qui est en première position, qui est en deuxième position, parce que il ne peut pas y avoir deux personnes en première position. Et ça peut mettre la zizanie sur des écritures d'articles. En tout cas, merci pour. Je crois qu'il y a d'autres questions, tiens, Noémie. Mais merci pour vos réponses. Oui, voilà, juste un commentaire que Madame Lédé rajoute à ces questions initiales après votre réponse, en disant qu'effectivement, il y a beaucoup de projets paramédicaux qui concernent l'anxiété, la douleur, le confort, et que dans ce contexte-là, les aides-soignants y ont toute leur place, sans doute aussi comme investigateurs, donc en espérant qu'il puisse y avoir des propositions d'aménagement sur le plan réglementaire dans l'avenir, en tout cas. Voilà. Moi, j'avais peut-être une toute petite question technique sur l'étude, sur comment vous avez choisi le matériel que vous nous avez présenté. Alors, c'était, on se déplace, voilà, des salons, des congrès, et donc j'ai pu découvrir au cours de ces salons, voilà, tout un dispositif de lumineux sonore, hein, par un peu les concepts déjà snozélènes que l'on met en place déjà dans des services et auxquels on a déjà dans l'établissement, notamment en gériatrie. Et donc m'est venue l'idée de me dire, est-ce que l'on peut utiliser ce dispositif-là dans des services de réanimation? C'est difficilement réalisable. Et donc, il y avait des éléments sur lesquels on n'avait pas forcément besoin, comme voilà, tout ce qui était sensoriel, on n'avait pas forcément besoin de ce dispositif-là. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait plutôt le choix d'une colonne et d'un projecteur, plutôt que d'un chariot complet, et voilà, et de s'inscrire dans un concept qui n'était pas le nôtre à la base. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Madame Dos Santos qui vous remercie aussi pour ces 4 présentations intéressantes, qui vous souhaite des bonnes investigations. Effectivement, c'était 4 projets très, très intéressants qui sont ancrés dans nos pratiques paramédicales. Et donc, félicitations encore à tous. Je ne sais pas, Sophie, si tu voulais rajouter quelque chose.
Bah non, mais là, j'attends, ça y est, on va enfin, Aurélie va enfin nous dévoiler les clés du succès. Les clés du succès. Alors, pour moi, enfin, c'est les clés du succès pour moi, en tout cas pour cet appel à projet à Pires. Je pense que ce qui a fait basculer, c'est qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Il y a une étroite collaboration entre l'investigateur principal, le méthodobiologiste du projet, le relais GIRSI aussi, qui est Zoé Pasquier, et puis moi, le coordonnateur paramédical des projets de recherche. On était en général par groupe de 4 au final à s'envoyer beaucoup le projet, à retravailler le projet, à relire le projet. Voilà, et je crois que c'est cette collaboration qui a fait qu'on a pu amener vraiment à maturation chacun des projets. Les investigateurs sont très motivés et passionnés par leur sujet de recherche et ça, c'est ce qui les rend aussi disponibles et l'investissement est important. Et ça, je le dis toujours, c'est que quand on veut faire un projet de recherche, il faut vraiment avoir un sujet qui nous tienne vraiment à cœur. Il faut vraiment être motivé pour le projet, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière qui nous pousse à le faire, mais quelque chose plus de passion que d'obligation. Quand c'est une obligation, en général, ça se passe moins bien, j'ai envie de dire. Et puis, je crois que ce qui a permis la maturation aussi, c'est qu'on n'a pas attendu les résultats des lettres d'intention pour poursuivre en fait le projet. Donc, comme Sophie le disait tout à l'heure, il y a 2 phases. La première phase de l'appel à projet, c'était écrire et déposer la lettre d'intention. On a les résultats quelques temps après qui nous disent si oui ou non la lettre d'intention est retenue et ensuite on va déposer le projet au complet. On n'a pas attendu d'avoir les résultats de la lettre d'intention, on a continué à travailler sur chacun des protocoles et c'est ce qui nous a permis aussi de développer, de tous les développer. Et je pense que le fait aussi qu'il y ait eu le PHRIP dans la foulée, ça fait qu'on a toujours continué à travailler en fait sur des protocoles. Voilà, c'est vraiment le sentiment que moi j'ai par rapport en fait au clé de notre succès à tous et à toutes pour ce projet. Et puis on a été ensuite récompensés puisque OPIVRE et REA Relax ont été retenus par le fonds Aliénor pour le cofinancement. S'ils arrivent à récupérer, je ne sais pas si on dit récupérer, mais à récupérer des fonds pour le projet. Donc voilà, donc j'espère que ça va continuer parce qu'il y a bientôt les résultats des PHRIP, donc on a d'autres projets qu'on avait déposés, donc on croise les doigts, les orteils aussi, et voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et d'avoir participé, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas d'autres questions, juste voilà, encore à nouveau, je te renouvelle mes remerciements au nom du GIRSI. J'espère que ça aura pu encourager ou motiver d'autres personnes. C'est vrai que la clé, c'est la collaboration, de ne pas rester isolé, même au sein d'une équipe. Je pense un Kidam tout seul avec son projet et qui ne fédère pas les membres de son équipe autour de lui. Je pense que ça aussi, c'est un peu compliqué. Je m'adresse aussi aux personnes qui sont dans les CH. Si vous n'avez pas de référents paramédicaux sur place, n'hésitez pas à faire appel aux référents des CHU ou des centres de lutte contre le cancer, parce que voilà, nous, on est là, on peut vous accompagner et aider à créer cette collaboration entre un méthodologiste, quelqu'un à la promotion pour le montage, et voilà, vraiment, on essaie d'accompagner aussi les CH. Vous voyez, à Poitiers, c'est pas du tout un CH, mais ils nous ont montré cette année que c'était possible et que voilà, je pense que c'est vraiment encourageant et motivant après cette sale période.
Tout à fait. On n'a pas d'autres questions, mais je m'associe à Sophie pour renouveler mes félicitations. Et je pense que franchement, en vous écoutant, on peut être que motivé à s'inscrire dans cette démarche de recherche paramédicale. Excusez-moi, j'avais pas vu un petit. Ouais. Oui, je l'avais pas vu. Excusez-moi. Un commentaire de Madame Souris concernant les projets portés par des aides-soignantes. Elle croit se souvenir d'une étude qui a été présentée à Montpellier aux rencontres interrégionales et qui était portée par le CH de La Rochelle. L'étude Comme toi. Je ne sais pas si quelqu'un avait d'autres. Oui, c'est vrai que non, mais il y a beaucoup d'études portées, qui sont présentées par les aides-soignants. C'est vrai. Je me souviens aussi, et c'est vrai que cette aide-soignante était passionnée et elle avait présenté ça avec beaucoup de fougue. Donc voilà. Après, même dans les présentations, c'est l'aide-soignant qui va présenter le projet. Mais ça ne veut pas dire que sur le CPP, ce soit les soignants. C'était comme à une époque pour les infirmiers ou kinés, l'investigateur principal, c'était le médecin. Mais au final, dans les congrès et dans les publis, c'était l'infirmier ou le kiné ou l'aide-soignant qui présentait son projet. Voilà. Bien, c'est comme ça que merci à tous les présentateurs. Voilà, on va fixer bientôt une nouvelle date. On présentera d'autres projets que Poitiers parce que là, c'est un peu too much quand même. Et en tout cas, on partage. Eh bien, merci beaucoup. On attend avec impatience les résultats préliminaires. Enfin voilà, la suite de vos aventures. Et puis on se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à vous.